Dans ma vie en général, il se passe de magnifiques rencontres, des rencontres avec des peuples lointains et des gens beaucoup plus proches, des explorations auprès de peuples autochtones parce que c'est vraiment une grande passion, beaucoup de moments passés dans la nature aussi. De l'amour, de l'amitié, des fêtes, et beaucoup des choses simples. Et beaucoup de sourires à H24 en fait, même la nuit je suis sûr. Ouais, peut-être, c'est ça, je fais des bulles la nuit aussi en souriant. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Karine Massoni. Vous la connaissez peut-être, elle est intervenante au sein de Germe. Ce jour-là, elle se rend sur l'île de Ré pour animer une marche pensante dans le cadre d'une soirée Germe Plus. Alors en guise de répétition, je l'emmène marcher dans un parc avec cette question. C'est quoi la transmission ? Ethno-reporter, écrivaine, photographe, coach, formatrice, psychologue, conférencière, et j'en passe, exploratrice de peuples autochtones, de peuples premiers. Et tu crées Terre Indigène en 2015 pour transmettre quoi ? Pour transmettre ce que je découvre auprès des peuples premiers, justement, donc les Premières Nations, qui sont aussi la mémoire de nos origines, en fait, la mémoire de l'humanité. J'apprends auprès d'eux en vivant, en partageant des moments au quotidien, leurs valeurs, leurs liens à la nature, leur façon de vivre ensemble, leur façon de vivre simplement aussi dans l'essentiel. Et c'est quelque chose que j'essaye de partager au quotidien et de transmettre une autre façon de vivre ensemble, d'être ensemble, d'entreprendre ensemble, et du coup de manager ensemble. Et j'essaye du mieux que je peux de faire le lien entre commencer la vie dans une tribu au sens ethnique, ethnologique, leur organisation sociale, leur façon de vivre ensemble, encore une fois l'alliance avec leur écosystème, le milieu naturel, et une tribu d'entreprise. Quand on parle de transmission, on parle de quoi ? Qu'est-ce qui devient spontanément ? Un passage, un relais d'un savoir, de connaissances, de savoir-être, de qualité, de pouvoir au sens capacité à faire. La mémoire, la transmission, c'est aussi la mémoire d'un groupe, d'un territoire, de savoir, de savoir-faire, savoir-être évidemment. La transmission, c'est aussi l'idée de survie au sens originel aussi. S'il n'y avait pas de transmission, il n'y aurait pas de capacité à survivre en fait. Et donc la transmission, c'est aussi la fonction, c'est à la fois la survie de l'espèce et c'est aussi la capacité aujourd'hui à s'adapter aux enjeux en fait globaux de notre société aujourd'hui quoi. La transmission passe vraiment chez les peuples autochtones par la notion de rite. Ce sont des coutumes, des pratiques sociales, souvent à dimension symbolique et sacrée. Donc c'est des pratiques cérémoniales, on va dire, et qui ont pour fonction première en fait de ramener à la mémoire, une fonction de mémoire de la source originelle et de l'essence des actes du quotidien en fait, de leur redonner vraiment ça. Les rites ont pour vocation, on va dire, de recréer du lien avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est à la fois des rites qui peuvent purifier, qui peuvent guérir, qui peuvent être dans une dimension de mourir, renaître, de passer une étape. Mais c'est toujours de recréer du lien et de recréer, de passer du chaos à l'harmonie, du mal-être au bien-être. Donc il y a toujours cette idée de recréer de l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ressemble à quoi ? Alors, je vais te donner un exemple. Donc, si je prends par exemple un rituel de purification, par exemple chez les Amérindiens du Canada, qui sont quand même proches de moi. Parce que tu as des racines canadiennes. Voilà, exactement. Un rituel de purification, ça va être, on est en cercle, assis dans
en cercle dans un espace particulier de transmission. Et puis il y a le chaman. En fait, c'est comme une tente. Et au centre, il y a une espèce de tapis d'ours, qui est un animal sacré aussi chez les Amérindiens, sur lequel on dépose nos offrandes, nos objets qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on a envie aussi de transmettre. Et il y a le chaman, l'homme médecine, qui peut être une ou un, femme ou homme médecine, et puis qui est garant du coup aussi de cette cérémonie de transmission. Donc on est assis en cercle et puis le chaman va brûler de l'herbe, donc des herbes sacrées. Donc il y a du tabac, de la sauge, du foin d'odeur, du cèdre, qui sont les 4 plantes sacrées en fait chez les Amérindiens, dans une espèce de coquillage. Et cette fumigation, cette fumée en fait, il va la distribuer avec une plume d'aigle, qui est aussi un animal sacré, l'aigle, qui est l'animal le plus haut, qui vole le plus haut dans le ciel, donc il a cette capacité de vision très élevée sur le monde. Et donc avec la plume d'aigle, il va passer la fumée sur le corps de chaque participant du cercle. Donc chacun va pouvoir enlever ses émotions négatives et les faire passer au Créateur. La fumée, quand elle s'élève, on rentre du coup en connexion avec le Créateur. Donc il y a un réel lien dans cet espace de transmission entre les humains, le Créateur et le ciel en fait, et les ancêtres à travers la fumée qui s'élève. Donc on passe des émotions et puis des idées et les ancêtres nous ramènent aussi de la sagesse. Ça, c'est un rituel de purification. On pourrait trouver un rituel de passage chez les Amérindiens aussi. Ça va par là, on va se faire... mais on peut, il y a les oies qui sont là. Il y a des oies par là. Alors tu disais un rituel de passage. Un rituel par exemple de passage chez les Atikamekw amérindiens. Le rituel des premiers pas. Donc là, c'est quand l'enfant, avant ses 1 an, l'enfant fait ses premiers pas souvent à l'intérieur. Donc des espaces, des tentes. Et puis à partir de ses 1 an, donc il est élevé par la famille élargie. Et à partir de ses 1 an, tu vois, là, il y a une transmission. Je suis sûre, c'est une maman oie avec son bébé. Ah là, elle lui montre le chemin. C'est joli, hein. Et en fait, donc pendant ce rituel des premiers pas, qui est un rite de passage pour le coup, regarde, écoute. Voilà, là, tu vois, elle leur montre comment nager. La canne, là, elle montre au petit caneton comment nager sur le plan d'eau. Et puis, ils suivent la mer. Typique. Transmission par la nature. Donc, si je reviens au rite des premiers pas. Au carrefour avec des feux rouges. Ah, c'est clair, ouais. On aurait moins transmission de klaxon, tu sais, la contagion émotionnelle, c'est pas mal aussi. Alors revenons à nos oies. Ouais, voilà, à nos canards. Donc, dans le rituel des premiers pas, l'enfant, chez les Atikamekw amérindiens, donc qui est un rituel, cette fois-ci, initiatique, d'étape de passage dans la vie. Avant les 1 an, l'enfant, il fait ses premiers pas, on va dire, c'est tout dans l'attente. Il ne sort pas de l'espace extérieur et il est soutenu par la famille élargie. Mais souvent, avant 1 an, il marche pas trop, donc il reste à l'intérieur. Et à partir des 1 an, il sort, donc il fait ses premiers pas à l'extérieur. Et là, c'est la communauté qui prend en charge l'éducation de l'enfant. Alors, il y a la famille, évidemment, mais il y a aussi toute la communauté qui s'engage à prendre en charge l'éducation de l'enfant. Originellement, l'éducation chez les peuples autochtones, c'est une transmission de renseignements qui sont utiles. À la base, c'est ça. Qui sont utiles pour survivre. Comme des comportements, des attitudes pour chasser, etc. Donc l'enfant, à partir de ses 1 an, il sort, il fait ses premiers pas. Donc il y a une cérémonie là, avec toute la communauté, qui se passe dans un espace justement, là aussi de transmission traditionnelle. L'enfant, qu'il soit garçon ou petite fille, est habillé en habit traditionnel. Le sol est recouvert souvent avec de la représentation de la forêt, qui est un espace très important chez eux, donc c'est souvent du sapin ou des épines. Et on remet au petit garçon, par exemple, une gibecière avec un bout de gibier, pour dire qu'il sera chasseur. La petite fille, on va lui remettre un petit panier, pour dire elle représente la femme. Donc il y a des chants, il y a des danses autour de tout ça. Et puis, ce qui est transmis derrière, c'est les valeurs du territoire, les valeurs du vivre ensemble de la communauté, les valeurs des ancêtres, le rôle essentiel de l'homme et de la femme
et de cette équité dans l'organisation sociale et voilà dans la vie. Ça, c'est un rite de passage, par exemple aussi, qui est un rite de transmission. C'est très important qu'effectivement il y ait une conscience de l'importance de cette transmission et que ce rite en lui-même réponde ou en tout cas ait du sens pour ceux qui y participent. Il y a un réel enjeu de passage, encore une fois, d'histoire, de mémoire historique, et pour qu'ils prennent tout son sens symbolique et sacré, entre guillemets, avec tout l'enjeu qu'il y a derrière, de durabilité, de survie aussi de l'entreprise ou du groupe, c'est effectivement très important qu'il ait du sens. Quel sens, par exemple ? Eh ben justement, la survie du groupe ou de l'espèce, répondre à des enjeux auxquels on est confronté, des enjeux à la fois globaux de société aujourd'hui, puis les enjeux dans la dimension entreprise également, mais dans tous les cas, c'est pour répondre à des enjeux auxquels on est confronté et qui menacent la survie d'un groupe, quoi. C'est quoi les ingrédients pour bien réussir une transmission ? C'est d'anticiper, c'est de penser justement aux valeurs, au sens ? Exactement, tout ça, ça en fait partie. Et effectivement, l'anticipation, c'est un ingrédient majeur de la transmission. C'est un réel processus humain sur du long cours. Passer un savoir, partager une expérience, partager une qualité, c'est quand même de la transmission, mais pour qu'elle soit vécue comme quelque chose de symbolique, identitaire en fait. Derrière la transmission, il y a une réelle, et derrière le rite de transmission, ça fait vraiment référence à la notion d'identité, identité collective, et qui dit identité collective dit possibilité d'une auto-identification à ce groupe en fait. Donc il y a souvent de la transmission, mais pour qu'elle soit vécue comme une identité collective et donc qu'elle engendre de la reconnaissance mutuelle, de la cohésion, de l'engagement, c'est hyper important qu'elle soit encadrée, qu'il y ait un cadre collectif qui soit co-construit, qu'il y ait un réel gardien de la connaissance qui soit reconnu comme tel. Donc ça peut être un expert, ça peut être un aîné. Chez les peuples autochtones, clairement, ce sont les anciens et les aînés qui jouent beaucoup ce rôle-là, mais le chaman aussi. Et puis il y a des experts, entre guillemets, d'un savoir particulier. Tout comme un enfant de 10 ans va pouvoir transmettre à un enfant de 3 ans à un moment donné aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'âge et d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation hiérarchique du peuple San au Botswana et de la façon dont circulent les connaissances et les expériences ? Alors, je vais pas dire que j'ai vécu suffisamment de temps avec eux pour affirmer ça comme une vérité, mais il y a effectivement cette transmission beaucoup par l'expérience, encore une fois. Donc, la transmission se fait par la famille élargie, beaucoup, par les grands-parents, les oncles, les tantes de l'enfant. Parfois, il peut y avoir le parrain et la marraine, entre guillemets, qui sont souvent les oncles et la tante. La tante pour la petite fille et l'oncle pour le petit garçon. Puis après, c'est vraiment une prise en charge par la communauté. Donc, par exemple, si je prends une expérience de chasse, il va y avoir un partage des savoirs qui va se faire parce que un tel va être reconnu comme le meilleur pisteur parce qu'il va être celui qui va avoir une plus grande lucidité, une plus grande capacité à ouvrir une piste. Donc, lui va être en capacité de transmettre ça, comme un tel va être reconnu comme le meilleur chasseur du groupe. Donc, lui va être reconnu comme pouvant transmettre ça aussi aux plus jeunes. Et dans l'organisation, ça se fait beaucoup par du leadership, j'allais dire naturel à ce niveau-là. Et puis, après, dans les cercles ou dans les prises de décision collectives, là, c'est les anciens ou c'est le chef du village qui, à un moment donné, va transmettre une information. Ça va être le gardien des traditions qui va transmettre une information en termes de cérémonie, etc. Donc, il faut donc être reconnu par le groupe pour transmettre. Oui, il faut au moins avoir une reconnaissance, même implicite, de ton savoir. Donc il y a vraiment cette idée d'être reconnu comme leader, entre guillemets, à un moment donné, ou comme sachant, ou comme expert
d'une technique, d'un savoir-être, d'un savoir-faire. C'est pas que de la technique, ça peut être aussi d'une attitude, d'un comportement. Mais il y a effectivement une reconnaissance par les semblables. Et puis des fois, pour être guide des cérémonies, par exemple, je te parle des Amérindiens ou autres, mais là, il y a une réelle reconnaissance. Par exemple, si c'était moi, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance à un moment donné d'une femme médecine amérindienne, par exemple, qu'on appelle chez les anciens ou les anciennes, c'est les kokums, les femmes, les grand-mères amérindiennes qui ont une certaine sagesse, etc. Il faudrait que ce soit elle qui me nomme comme capable de prendre sa place, par exemple, à un moment donné, ou de guider une cérémonie. Donc il y a une réelle nomination aussi à un moment donné, sur certaines fonctions. Qu'est-ce que ça t'inspire en entreprise ? Alors, les rituels sont des réels repères, très importants, qui cadrent en fait à la fois les rythmes de vie, les cycles de vie de l'entreprise ou du groupe, et qui cadrent également un engagement, une fonction qui donne du sens à la fois à titre personnel et encore une fois une forme de spiritualité. Pas de contexte religieux quand je dis ça, mais une forme de spiritualité en entreprise qui va lui donner une vision et portée par tout le groupe. Et ce que ça m'inspire au niveau de l'entreprise, c'est que c'est hyper important que les dirigeants ou les managers conscientisent davantage ces formes de pratiques et les transforment en réels rituels, c'est-à-dire cadrés, en donnant du sens, dans un espace-temps particulier. Ça peut être par exemple tous les temps, un repère temps, un espace-lieu dédié à cette transmission-là ou un moment particulier dédié à cet espace-là. Une reconnaissance, type rituel de reconnaissance de un tel qui va être capable de célébrer ou de transmettre ce savoir-là. Lors d'un départ d'un dirigeant, ça pourrait être effectivement une cérémonie de départ, mais qu'on va officialiser un peu comme un rituel, avec tout le côté symbolique qu'il y a derrière, qui peut être très festif. Mais si c'est juste une fête comme ça donne moins de rôle de mémoire, de transmission historique en fait. Un dirigeant qui part, un collaborateur, une collaboratrice qui part en retraite, qu'est-ce qu'il est important qu'elle fasse et qu'elle ait à l'esprit pour bien transmettre ? Et qu'est-ce que ça peut lui apporter à titre personnel ? C'est important de se poser la question dans la transmission, comme un groupe ethnique peut le faire. Qu'est-ce qui est essentiel de transmettre de mon vivant ou de notre vivant pour que le groupe ou que l'entreprise survive ? Tout n'est pas intéressant à transmettre, tout n'est pas utile à transmettre. Mais quel est le socle en fait ? Quelles sont les racines qui vont permettre aux générations d'après de garder l'esprit, l'âme de l'entreprise ou du groupe, la spiritualité, le fonctionnement sociétal. T'as un exemple peut-être de quelqu'un qui est parti en retraite, qui a quitté l'entreprise ? Je me souviens, dans une entreprise, il y avait une cérémonie, par exemple, là je te donne un exemple très concret, mais il pourrait imaginer un powwow. Alors là, si je fais le lien avec les peuples autochtones, mais il y avait eu des textes qui avaient été écrits par les différents salariés, et puis certains l'avaient transformé en chant, mais c'était devenu un chant tribal ou des chants tribaux du groupe. Il y avait eu de la danse, donc ils l'avaient fait à leur sauce, les danses, mais ils l'avaient transformé en danse traditionnelle du groupe. Donc c'était dans le cas d'une entreprise familiale, mais ça peut être aussi dans le cas d'une entreprise qui a un esprit de ce genre-là. Ça peut être des récits de vie, mais à partir du moment où on l'encadre et on le cadre comme quelque chose d'assez symbolique et sacré, quoi. À part la dimension artistique, ça apporte quoi ces chants et ces danses ? Ça apporte de la cohésion, ça apporte de l'engagement, ça apporte un sentiment d'appartenance, et puis ça apporte à celui qui le transmet aussi une reconnaissance de son rôle, de son utilité dans le groupe, puisque chacun a sa place dans un groupe. Redonner à chacun sa valeur et sa fonction dans la pérennité en fait. Le rôle du dirigeant ou du manager qui peut aussi avoir un rôle, j'aime bien dire ça aussi, mais de chaman, comme on pourrait retrouver dans les peuples autochtones, mais chaman au sens
guérisseur psychologique. Je parle pas physique, mais même si du coup le physique est effectivement très lié. Mais l'idée d'avoir un rôle de chaman dans ce sens où c'est lui qui va être garant de l'harmonie du groupe et l'harmonie de chaque collaborateur avec lui-même, puis l'harmonie du collaborateur avec le groupe, puis l'harmonie du groupe avec l'extérieur également. Ça veut dire que c'est à lui de penser la notion de transmission quand un de ses collaborateurs part en retraite, imaginons. Oui, comme je te disais tout à l'heure, la notion d'anticipation est primordiale dans la transmission. Elle n'arrive pas du jour au lendemain posée comme ça. Donc il est garant de ça. En tout cas, il est co-garant, pas que lui tout seul, mais il a ce rôle important de transmission des valeurs, des racines du groupe. Ce jour-là, j'ai vécu une expérience assez magique, la première fois auprès d'un homme médecine amérindien qui m'a invité avec lui à participer à une hutte de sudation avec que des anciens, que des aînés, donc qui avaient une expérience de X années de hutte de sudation. Donc, la hutte de sudation, c'est un rituel là aussi qui se transmet et qui est un rituel à la fois de guérison, de mort-renaissance, on va dire, où on rentre dans une forme de tente en fait, qui représente la matrice maternelle et en même temps le ventre de la mère, et on rentre dans cette tente. Il y a un trou au milieu, donc c'est un espace obscur qui est très chaud, c'est comme un sauna chez nous on va dire, et il y a un espace obscur, il y a un trou au milieu avec des pierres qu'on fait chauffer, donc il y a le gardien du feu à l'extérieur et il va ramener des pierres à l'intérieur, et en fait le chaman, la médecine va mettre de l'eau sur les pierres, et avec la chaleur, en fait, l'objectif c'est que cette tente de sudation, Sweat Lodge, développe à la fois du nettoyage des émotions négatives, mais aussi de la vision et de la perspicacité encore plus grande. Et donc je suis rentrée dans ce rituel, ne sachant pas ce que j'allais y vivre. J'y ai passé 5 heures dans cette hutte, en traversant 4 ouvertures de portes, on va dire, les 4 directions. Ça représente les 4 directions. Et en fait, ça a duré 5 heures. Je suis passée par tous les étages. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais du coup, à un moment donné, j'ai mon cerveau qui est parti ailleurs. Et puis là, j'ai vu un loup. Et je me suis entendue faire le cri du loup. C'était quelque chose de dingue. Et en fait, depuis, c'est devenu mon animal, je vais le dire comme ça, mon animal totem. Et quand je sens que j'ai des difficultés, je me raccroche à ce loup un peu protecteur. Parce que chez les peuples autochtones, il y a des animaux totems et qui sont des animaux protecteurs en fait du clan. Si demain tu es manager dans une entreprise, elle te sert à quoi cette anecdote ? Elle me sert que c'est intéressant aussi d'imaginer des lieux totems ou des animaux totems ou des objets totems qui vont faire référence à la protection du clan et à l'identité du clan à un moment donné. C'est intéressant aussi de poser, de totémiser, j'allais dire, certains objets qui vont être un peu fétichistes, mais en tout cas qui vont être garants de la protection du groupe. La racine étymologique de transmettre, c'est transmittere, envoyer au-delà. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je trouve ça très beau. C'est ça, c'est au-delà de soi-même, au-delà du groupe auquel on appartient, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Chez les peuples autochtones, on appartient tous à un tout, où tout est interdépendant, tout est relié, et ce tout forme l'unité, est une unité collective, et là c'est transmettre pour les générations futures, transmettre pour un monde meilleur, transmettre pour être plus en lien avec les autres peuples, transmettre pour être plus en lien avec la nature, avec ce qui nous entoure. Donc il y a vraiment cette idée de développer et de recréer des liens avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment une harmonie, un sens d'harmonisation collective et de bien-être collectif au-delà, bien plus grand que soi, quoi. Qu'est-ce que toutes tes expériences, toutes tes rencontres avec les peuples autochtones, toutes tes randonnées t'ont transmises ? Me rendre compte que je ne suis qu'un élément déjà dans un énorme système, donc un tout petit élément dans un énorme tout, mais par autant j'ai un rôle à y jouer, que je découvre aussi chaque jour,
l'interdépendance, ça c'est très clair, entre tous les peuples, entre tout le monde, entre la nature et les humains, entre aussi le fait d'être consciente maintenant beaucoup plus, et je l'ai complètement intégré, que je ne suis qu'un élément du milieu naturel et j'ai la même valeur que va l'avoir l'oie ou le canard qu'on a vu tout à l'heure, ou l'arbre. Voilà, j'ai un cerveau qui est différent, mais je fais partie et je suis la nature. Donc ça, c'est aussi quelque chose que m'ont appris ces peuples. La capacité à vivre vraiment dans l'essentiel, à me satisfaire du bonheur au quotidien, des petites choses, avec des gens que j'aime, des lieux que j'aime, voilà. Qu'est-ce que tu as souhaité nous transmettre aujourd'hui ? Un petit bout de ma vision de la transmission, de ce que j'ai découvert aussi, même si j'ai encore plein d'autres choses à raconter, mais en tout cas l'envie de partager avec le réseau Germe et tous les managers un petit bout de ce que de ma vision de la transmission, puis de ce que j'ai découvert auprès de mes différentes explorations en terre indigène. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Je retiens 3 messages de cette balade avec Karine. D'abord, les peuples autochtones nous rappellent la nécessité de créer des rites cadrés et porteurs de sens. Ensuite, pour être leader, il est important de créer les conditions d'une reconnaissance mutuelle, que celui ou celle qui transmet soit reconnu par ses pairs et détenteur d'une technique, d'un savoir-faire et bien sûr d'un savoir-être. Et enfin, transmettre, c'est aller au-delà de soi. C'est prendre en compte son environnement dans sa globalité et considérer que nous ne sommes qu'un élément d'un monde complexe. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. On va faire un tour de canard ? Ouais, super. Tu sais parler le canard ? Ouais, tout à l'heure quand t'étais tout à l'heure, j'en ai vu un, il est venu vers moi, je sens qu'il avait quelque chose à me dire, mais je sais pas quoi. C'est la suite au prochain épisode. Merci Karine. Merci David. Merci beaucoup. Bonne rando. Ouais. Merci. Bonnes explorations. Ça va être ça bientôt encore.